Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais parler d'un sujet dont je n'ai pas parlé depuis pas mal de temps, les affaires Warren. On va parler d'affaires Warren, donc forcément ça inclut généralement possession démoniaque. Mais là on va aller encore une fois un peu plus loin dans le creepy, où on va aussi parler de meurtre. Donc sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans ces histoires réelles où les Warren ont été impliqués. Alors juste avant de commencer, on va rappeler vite fait qui sont les Warren. Ce sont deux experts en démonologie, donc tout ce qui est paranormal, démons, ce genre de choses. Ils vont intervenir dans des cas où ils sont appelés pour constater d'abord qu'il y a bien des événements paranormaux et ensuite intervenir avec un exorcisme ou en bénissant la maison, en faisant appel à un prêtre qui va aussi intervenir sur les lieux. Grosso modo, c'est ce qu'ils font. Ils sont aussi très connus parce qu'ils avaient dans leur maison une sorte de musée où ils recensaient plein d'objets liés au paranormal, dont notamment la très connue poupée Annabelle. Dans cette affaire, on va se plonger sur le cas de Arne Cheyenne Johnson. C'était un jeune homme de 18 ans qui pensait mener une vie banale, qu'il allait épouser sa petite amie, du nom de Debbie Glatzel. Ils avaient trouvé la maison de leur rêve, un vieux ranch, qu'ils comptaient réaménager. Elle se trouvait près de Brookfield, dans le Connecticut. Ce vieux ranch était plutôt banal, et il y avait un puits dans le jardin, qui semblait ne pas avoir d'importance, mais qui pourrait bien en avoir une. Le 3 juillet 1980, Arne et sa petite amie Debbie se rendent au vieux ranch pour le nettoyer et le remettre un petit peu en état. Ils ont emmené avec eux les trois petits frères de Debbie, qui étaient tous âgés entre 11 et 14 ans. En faisant un peu un état des lieux de l'endroit, ils ont trouvé dans une des chambres à l'étage un matelas à eau. Ce matelas appartenait au précédent propriétaire, et plutôt amusés de la forme de ce matelas, chacun s'amusait à sauter dessus pour rigoler. Ils passaient tous plutôt un bon moment. Seul le plus jeune des frères, David, âgé de 11 ans, refusait de sauter sur le lit. Ça l'amusait pas lui. Mais au-delà de ça, il ne savait pas forcément pourquoi, mais quelque chose lui faisait peur. Dans la pièce, l'objet le rendait mal à l'aise. David avait été désigné pour nettoyer la chambre où il y avait le fameux matelas à eau, et à un moment donné, pendant qu'il balayait le sol, totalement seul dans la pièce, un vieil homme fantomatique lui est apparu devant les yeux. Il était habillé d'une chemise à carreaux et d'un jean. Ce vieil homme l'a poussé sur le matelas à eau et lui a dit « Méfiez-vous ». Juste après ces mots, le vieil homme a disparu. Évidemment, David, qui est très jeune, a totalement pris peur. Il a couru à l'extérieur du ranch pour témoigner de ce qu'il avait vécu à Debbie et à Arne. Eux ne l'ont pas cru, ils ont juste pensé qu'il avait inventé cette histoire juste pour ne pas balayer, nettoyer le ranch avec eux. Une fois que le ranch avait été nettoyé, tout le petit groupe s'est rendu chez les parents de Debbie, du nom de Judy et Carl Glatzel. Arne et Debbie vivaient chez eux en attendant de s'installer définitivement dans le vieux ranch. Et lors du repas, le soir, David a de nouveau raconté ce qu'il avait vu dans le ranch, dans la chambre où il y avait ce fameux matelas à eau. Il ajoute également que ce vieil homme lui aurait dit que si Arne et Debbie s'installaient dans la maison, il s'en prendrait directement à eux. Tu me fais une menace comme ça ? Je ne m'installe pas. Encore une fois, pas grand monde ne le croit. Et cette nuit-là, David va vivre des événements très glauques. David, il a clairement pas de chance. Il se réveille en larmes et il crie qu'il a vu une bête horrible dans sa chambre. Bien sûr, il a réveillé les habitants de la maison de Carl et Judy Glatzel. Ils vont le voir, ils le rassurent, ils le recouchent. Et encore plus tard dans la nuit, il se remet à crier. Mais cette fois-ci, il dit que c'est le vieil homme qu'il a vu auparavant qui est revenu lui rendre visite. Son apparence était cette fois-ci différente. Il ne portait plus sa chemise à carreaux et son jean. Cet homme lui est apparu cette fois-ci avec une peau comme brûlée, de grands yeux noirs et un visage bestial. Ses dents étaient acérées, ses oreilles étaient pointues et il avait des pieds de cerf, des sortes de sabots. Cette description commence à me rappeler quelqu'un en particulier. À la description qu'on en a, on pourrait penser que le jeune David aurait vu le diable. Judy, la mère de Debbie, a plutôt tendance à croire le jeune David. Elle est plutôt sensible à tout ce qui est paranormal et ce genre de choses, du coup elle le croit plutôt instantanément. Elle s'est intéressée au surnaturel, elle avait déjà écouté des conférences des Warren, les démonologues dont on parle dans cette vidéo également, et du coup, quand David fait le témoignage de ce qu'il a vu, elle pense immédiatement à un fantôme. Le jeune David est ensuite recouché, et tout au long de la nuit, l'ensemble de la famille entend des bruits étranges, mais ils décident de ne pas forcément y prêter plus attention que ça, parce qu'ils attribuent ça au vent, à des animaux. En tout cas, ils restent totalement rationnels sur la situation. Au réveil le lendemain matin, David dit que la créature lui a de nouveau rendu visite et qu'elle s'en est pris à lui physiquement. Et les malheurs de cette famille ne s'arrêtent pas là. Les jours suivants, l'état de David a empiré. La nuit, il criait, il se réveillait, les gens allaient voir ce qu'il se passait, ils le voyaient se tordant dans tous les sens, criant des obscénités, il se débattait, comme si des mains invisibles le tordaient dans tous les sens. Ou encore qu'elle l'étranglait,
mais en tout cas ça avait l'air de faire souffrir le jeune David. On le voyait se mouvoir comme si il se faisait poignarder par des couteaux invisibles, et à chaque fois le lendemain on lui posait des questions sur ce qui se passait pendant les nuits. Il disait qu'il y avait la fameuse créature qu'il avait rencontrée des nuits auparavant, que cette créature parlait latin, et qu'apparemment elle viendrait pour son âme. Le jeune David était totalement apeuré, il criait régulièrement « Il vient pour moi, il vient pour moi ». Rien ne permettait de le calmer. Ce fameux démon, ou ce fantôme, semblait être visible uniquement par le jeune garçon, mais pas par les autres membres de la famille. Ce qui est plutôt un problème. Comment combattre quelque chose que tu ne vois pas? Surtout quand tu as un enfant de ta famille qui est comme ça, tu as forcément envie de l'aider, mais là, qu'est-ce que tu peux faire? Et au-delà justement d'être une victime, parfois David se transformait en agresseur. Il attaquait sa propre mère au couteau, il la frappait, il lui crachait dessus. Donc on avait vraiment une dualité dans son comportement, et la famille ne savait pas du tout quoi faire avec lui. Ça a tellement déréglé l'organisation de la famille que ses parents dormaient maintenant le jour pour s'occuper de lui la nuit. Et d'ailleurs, ils ont pu témoigner, en étant près de lui la nuit, que David racontait les méfaits de la créature qui l'attaquait de nuit, et il avait même donné un nom à cette fameuse chose qui venait le voir toutes les nuits. Il l'avait appelée la bête. Les parents de David s'attelaient à maintenir leur fils quand ces spasmes commençaient à intervenir durant la nuit, qui pouvaient parfois durer jusqu'à 30 minutes. Donc ça doit être quand même assez long. Et rappelez-vous, Judy, elle croit au paranormal, elle croit en ce que David lui dit. Du coup, elle décide de demander à la seule instance qui pourrait l'aider, l'église. Un prêtre lui donne donc des chandelles et de l'eau bénite. Néanmoins, ça n'a eu aucun effet sur la situation. Toute la famille s'était mis d'accord sur le fait que David était la victime d'une entité maléfique. Toute la famille, sauf une personne, le père de famille, Karl, qui lui pensait juste que David était juste fou et qu'il avait simplement besoin de soins psychiatriques. Il disait c'est n'importe quoi, il se moquait des autres membres de la famille qui croyaient dans cette affaire paranormale en disant qu'ils étaient fous, qu'ils croyaient dans des histoires de vieilles femmes, dans des contes de fées, et du coup ça n'avait aucun sens. Toujours à la recherche de solutions, Judy a contacté un autre prêtre qui lui s'est rendu directement à la maison de David, là où il résidait, pour bénir les lieux. Encore une fois, ça n'a eu aucun effet. Visiblement, la situation est très compliquée à gérer. Le prêtre s'est dit, effectivement, on a l'air d'avoir affaire à une créature maléfique, il faudrait potentiellement pratiquer un exorcisme, mais je ne peux pas le faire. Là où vous vous demandez sûrement pourquoi il ne peut pas le faire, parce que lui, prêtre, est trop vieux. Et pratiquer un exorcisme demande énormément d'énergie, donc ça pourrait potentiellement le tuer. Il conseille donc à Judy de téléphoner à des vieux amis. Vous vous doutez sûrement de leur identité, Ed et Lorraine Warren, les enquêteurs du paranormal. Là je les annonce comme des héros. Mais vous allez voir qu'il y a quand même une part d'ombre qui entoure cette affaire, notamment du côté de Ed et Lorraine Warren. Judy les contacte et les Warren acceptent immédiatement de s'en occuper. Ils arrivent sur les lieux, dans la maison où réside David, la maison de Karl et Judy Gratzel. Ils viennent avec un médecin pour constater aussi de l'état de santé du jeune David. Et déjà, en arrivant, ils se heurtent à un problème. Le père de famille, Karl, leur refuse l'entrée. Il leur dit ça sert à rien que vous rentriez, tout le monde est totalement fou. Mais Judy, elle, intervient et dit si, rentrez, elle les accueille avec soulagement. Voici ce que nous dit Lorraine Warren sur son arrivée dans la maison. Il y avait une tension énorme qu'on aurait pu trancher au couteau dans cette maison. Alors que Ed interrogeait le jeune garçon, j'ai vu une forme brumeuse noire près de lui, qui m'a indiqué que nous avions affaire à quelque chose de maléfique. Le jeune garçon se plaignait d'être étranglé par des mains invisibles, et il avait des marques rouges sur lui. Il a aussi indiqué qu'il avait le sentiment d'être frappé. Arne, Debbie et Judy ont confirmé ce que disait David, parce qu'ils l'ont vu, eux, se débattre comme s'il était frappé et étranglé. Lorraine Warren fait déjà un premier diagnostic de la situation. Elle pense que le jeune David est possédé par plusieurs entités maléfiques. Elle sentait la puissance de cette entité appelée la bête, et elle a indiqué que le fait que David puisse la voir, et qu'elle entendait également ses paroles, indiquait que cette entité était d'une rare puissance. Elle était d'ailleurs très inquiète de la rapidité à laquelle les événements paranormaux se sont développés dans la maison, parce qu'il n'y avait que 2 semaines d'intervalle entre le moment où David a vu l'homme au vieux ranch et l'intervention des Warren. Donc autant vous dire que c'est vraiment très rapide. Les semaines qui ont suivi, l'état de David a totalement empiré. Il commençait à grogner, à siffler, il parlait avec des voix étranges, il citait des passages de la Bible, ou même d'un poème appelé Le Paradis Perdu, et il disait également qu'il voyait des esprits et des démons. Jusque-là, c'était plutôt David qui était victime des événements paranormaux, mais les autres membres de la famille vont commencer également à en être les victimes. Apparemment, un jour, la bête, le démon que David voit, aurait téléphoné à un des jeunes frères de David et lui aurait dit au téléphone de se méfier.
Méfiez de quoi? Mystère. Une fois, alors que Debbie était tranquillement en train de se reposer dans son lit, elle a vu une main verdâtre sortir du plancher et l'agripper. Une autre fois, elle a clairement vu le visage de la créature qui l'avait attaquée avec cette main verdâtre. Et la description qu'elle nous en fait est plutôt dérangeante, si on peut dire ça comme ça. Elle nous dit: j'ai vu un visage avec des dents déchiquetées et des yeux noirs comme le charbon. Il avait des cornes et des oreilles pointues. Des lumières clignotantes sont apparues sur le mur et j'ai entendu ma mère m'appeler par mon nom. Ed et Lorraine Warren, qui s'étaient emparés de l'affaire, rendaient régulièrement visite à la famille pour se renseigner un petit peu, voir comment les choses évoluaient, pour déterminer ensuite la meilleure solution à mettre en place. Et d'ailleurs, parfois, alors qu'ils rendaient visite à la famille Gratzel, ils ont été témoins de manifestations étranges. Des objets qui lévitaient, des meubles étaient projetés, des livres changeaient mystérieusement de place, et divers objets s'envolaient vers le plafond comme ça sans explication. Ils ont même vu une fois, et ça c'est très étrange, un des jouets de David s'animer. C'était un petit dinosaure qui s'était mis à marcher tout seul et qui parlait. Avec une voix assez rauque, le jouet disait: attention, vous allez tous mourir. Si un jour ma play me dit ça, je suis foutu. L'église est intervenue de nouveau sur le cas du jeune David. Ils ont fait 3 exorcismes. Je pense que c'est plutôt chaud, parce que quand on peut voir ce que ça donne des exorcismes, c'est assez physique quand même. Lors du premier exorcisme, 4 prêtres étaient présents. Au cours de l'exorcisme, ils ont demandé combien de démons étaient présents, combien y en avait-il qui étaient en train de posséder le jeune David. Et là, stupeur totale. Selon vous, combien de démons possédait le jeune garçon? Le chiffre, vous l'aurez pas. Et quand vous allez l'entendre, vous serez aussi mal que moi. Il n'en avait pas un, forcément, ni 2 ou 3. Le jeune David a récité une liste comportant pas moins de 43 noms. 43 démons à l'intérieur de son corps. C'est totalement fou. 43 démons. C'est déjà tu vois que ça peut faire du dégât. 43, tu peux te demander comment le jeune David est encore en vie. T'as le droit de te poser cette question. Ma réponse à cette question, c'est que les démons sont malsains. Ils sont sadiques, du coup ils n'ont aucun intérêt pour leur bon plaisir de tuer le jeune David. Ils préfèrent le maintenir en vie pour jouer avec lui et l'ensemble de sa famille. En tout cas c'est mon avis, je suis pas un spécialiste non plus. Lorraine Warren nous dit que ça a été une des nuits les plus traumatisantes de sa vie. Et je peux vous dire que si Lorraine Warren nous dit ça alors qu'elle a connu les Annabelle et tout le reste, ça devait être sacrément chaud quand même. Lorraine nous dit que pendant le rituel, pendant l'exorcisme, des marques étaient apparues sur le corps de David, qu'il s'était mis à léviter et qu'il s'était même arrêté de respirer à un moment donné, obligeant les prêtres à arrêter l'exorcisme pour le réanimer, sinon il serait mort. Imaginez la tension de cette nuit. Personnellement, je préfère être dans mon lit et dormir. Il y a eu quand même quelques mystères concernant cette nuit-là parce que officiellement, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce que pour pratiquer un exorcisme, il faut d'abord qu'il y ait un examen psychiatrique. On va pas exorciser quelqu'un alors que le problème est mental et qui peut être pris en charge par des instituts psychiatriques. Et officiellement, on nous dit que Judy, la mère de famille, n'a pas consulté de psychiatre. Alors qu'en réalité, si, elle a bien amené David voir un psychiatre, elle a fait la consultation, et le psychiatre, à la fin de la séance, aurait dit qu'il voulait voir toute la famille. Mais faute de finances, ces rendez-vous ne se sont ensuite jamais faits. Les prêtres qui ont réalisé l'exorcisme, eux, ont été transférés dans des endroits assez éloignés du Connecticut, pour justement qu'ils ne puissent pas être forcément interrogés sur ce qui s'est passé. On pourrait penser maintenant que ces exorcismes ont fini, mais comme je vous l'ai dit, cette affaire a tourné au-delà de l'inimaginable. Elle s'est transformée en affaire de meurtre. Parce qu'il y avait une personne, pendant les séances d'exorcisme qui était présente dans la pièce, qui a vu son destin changer de manière plutôt macabre. Je veux parler de Arn Johnson, le petit ami de Debbie. J'en ai parlé rapidement au tout début de l'histoire. C'était un garçon très poli, un bon vivant qui travaillait dur, et il était, comme je vous l'ai dit, présent pendant les séances d'exorcisme. Et pendant ces séances-là, il avait un comportement un peu problématique, c'est qu'il provoquait en continu les démons. Il provoquait les démons en fait pour que les démons à l'intérieur de David sortent et prennent possession de son corps à lui. Il voulait libérer David de tous les malheurs dont il était victime, et pour ce faire, prendre la charge du coup de tous ces démons, ces 43 fameux démons à l'intérieur du jeune garçon. Il criait à chaque fois: prenez-moi à sa place. Effectivement, Arn était proche du jeune David. Du coup, une nuit, quand il a été témoin de tout ce que subissait David, le fait qu'il soit battu, le fait qu'il soit étranglé, il avait juré à ses présences invisibles qu'il allait les retrouver et les envoyer en enfer. Il ne pouvait pas supporter de voir David, qui était vraiment comme un petit frère pour lui, souffrir autant. Arn Cheyenne Johnson a subi les conséquences de ses provocations. Par exemple, alors qu'il était sorti faire quelques courses au supermarché, sa voiture est devenue incontrôlable. Elle a pris de la vitesse et a foncé droit dans un arbre. Alors qu'il se remettait de ses émotions,
il a aperçu devant lui quelque chose qui caractérise comme étant le diable. Ce diable aurait grimpé en haut d'un arbre et Arn, totalement terrifié, voulait sortir de sa voiture, mais les portières avaient été bloquées. Il a dû attendre les secours pour être libéré de sa voiture. La voiture était foutue, mais lui était sorti indemne de l'accident. Et il y a un moment précis où on peut dire que tout a basculé. David a confessé à Arn que la bête qu'il avait attaquée, qu'il avait aperçue, était sortie du puits, qui se trouve dans le petit jardin du vieux ranch où Arn et Debbie, sa petite amie, devaient s'installer. Arn veut affronter la bête, affronter un peu l'endroit d'où elle provient, du coup il s'y rend. Bien sûr, Ed et Lorraine Warren et un exorciste ont essayé de l'en dissuader, mais sans succès. Il s'y est rendu, il a aperçu le démon, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé ensuite. Il est rentré ensuite chez Carl et Judy Gradzel, et il semblait très perturbé. Il ne se souvenait pas vraiment de ce qui s'était passé, juste qu'il a plongé ses yeux dans les yeux noirs de la bête. L'état du petit David, lui, continuait de s'aggraver. David avait été placé dans une école privée pour les enfants qui avaient du mal à apprendre, mais sur place, il causait pas mal de problèmes à l'école, de problèmes avec les autres enfants. La situation était devenue incontrôlable. Et tellement incontrôlable que Arn et Debbie avaient décidé de quitter la maison familiale. Debbie avait trouvé un travail, un petit job de toiletteuse, et son employeur du nom de Alan Bono, pour l'aider, avait mis un petit appartement à sa disposition. Et c'est à partir de là qu'on a remarqué que le comportement de Arn commençait à changer. Il faut savoir que Arn était vraiment un jeune homme exemplaire, très poli, très courtois, très gentil. Il n'avait jamais eu un problème avec la justice. Il jouait au baseball, il avait une bonne vie sociale, il chantait à la chorale de l'église, il n'avait pas fait de grandes études, mais il avait commencé à travailler jeune pour aider sa famille, pour subvenir à leurs besoins. Il était tellement gentil, par exemple à un Noël, il a dépensé tout son salaire pour acheter une voiture à sa mère pour qu'elle ne se rende pas au travail à pied. Mais quelque chose a changé. Debbie a l'impression que maintenant, Arn est possédé. Il avait des comportements des plus étranges. C'est ça qui a fait que Debbie se posait cette question. Ces comportements étranges étaient plutôt simples. Arn tombait dans une sorte de transe et il affirmait voir la bête que David voyait lui aussi. Et à chaque fois quand il sortait de cet état de transe, il ne s'en souvenait plus. C'était les mêmes symptômes en fait que David. À la date du 16 février 1981, qui a été une journée vraiment très froide, Arn a appelé son travail pour indiquer qu'il avait mal à la gorge et du coup il allait rester chez lui pour se reposer. Au cours de la matinée de cette journée, les petites sœurs de Arn qui venaient lui rendre visite ont demandé s'il pouvait aller voir Debbie, sa petite amie, pour voir un petit peu les chiens qui se faisaient toiletter. Arn a accepté et il a donc emmené tout le petit groupe sur le lieu de travail de Debbie. Sur place, il y avait Alan Bono, le propriétaire de cette petite entreprise où on faisait du toilettage, et c'était un homme qui n'était pas dans la ville depuis très longtemps. Il avait pas mal voyagé, et du coup, pour Arn et Debbie, à chaque fois qu'il racontait un peu ses nombreux voyages, ils avaient l'impression que sa vie était passionnante. Ça les faisait voyager un petit peu aussi dans leurs pensées. À midi, Alan Bono propose à Arn, Debbie et les trois jeunes filles d'aller déjeuner dans un bar local. Le repas s'est très bien passé, ils ont bu un peu de vin, Alan Bono en a bu beaucoup mais il avait l'habitude, et Arn et Debbie, eux, en ont bu un peu moins. Et après le repas, du coup, ils sont repartis en direction du local de toilettage pour chiens. L'après-midi s'est déroulé encore une fois normalement, rien à signaler. Arn avait aidé à réparer sur les lieux la radio, et une fois qu'il l'avait réparé, il a mis le son super fort, ce qui a totalement agacé sa petite amie Debbie. Elle a donc proposé aux trois jeunes sœurs de Arn de quitter les lieux pour aller chercher une pizza et éviter d'être dans ce vacarme dû à la radio. Mais dès qu'elle a quitté les lieux, elle a commencé à s'inquiéter. Elle a dit aux jeunes filles, dépêchez-vous, on doit revenir rapidement. Une des jeunes filles a dit pourquoi, et Debbie aurait répondu, il va y avoir du grabuge. Elle sentait en quittant les lieux qu'il y avait comme une tension dans l'air. En revenant, Alan Bono proposa à tout le monde d'aller à l'étage pour regarder la télévision tranquillement. Il a allumé la télévision et il a commencé à avoir un comportement étrange. Il commençait à taper son poing dans sa main, un peu comme ça. Et en continu. Ça a effrayé Debbie, du coup elle a dit « on s'en va ». Tout le monde se dirigeait vers la sortie quand Alan a attrapé le bras d'une des sœurs de Arn. Debbie a ordonné à Alan Bono de lâcher la jeune fille, mais il n'en fit rien. Arn, qui se trouvait dans la voiture, est sorti de la voiture directement et il a dit « arrête tes conneries, laisse-la partir ». À ce moment-là, Alan Bono a relâché le bras de la jeune fille qu'il tenait, qui elle courut se réfugier dans la voiture, forcément elle avait eu une sacrée panique, et Alan reprend le comportement étrange qu'il avait devant la télévision, c'est-à-dire le fait de taper son poing dans sa main. Arn, lui, voulait mettre une petite droite quand même à Alan Bono pour son comportement. Une de ses sœurs l'a remarqué, du coup elle a voulu le retenir, mais elle a constaté en lui attrapant le bras pour le tirer vers la voiture qu'il était totalement dur comme la pierre. De ce qu'on dit, Arn aurait grogné comme un animal
il y aurait une sorte de flash. Et ensuite, Aaron se serait précipité dans les bois. Il aurait fui vers les bois directement, alors que Alan Bono, lui, se tenait toujours devant la porte de son magasin, à frapper comme il le faisait juste avant. Et au bout de quelques secondes, il s'est arrêté. Et brusquement, il s'est effondré, la tête la première sur le sol. Il avait reçu 4 coups de couteau dans la poitrine et 1 sur le ventre. C'était des entailles très profondes, la plaie allait de l'estomac jusqu'au cœur, et près de son corps, il y avait une arme, un couteau que Aaron portait constamment sur lui. Donc l'arme lui appartenait. Quelques heures plus tard, Alan Bono est décédé suite à ses blessures. Aaron a été recherché, il a été trouvé et incarcéré avant d'être libéré sous caution. Le lendemain de l'attaque de Alan Bono, Ed et Lorraine Warren ont appelé la police pour dire que Aaron Johnson était possédé au moment des faits. Bon, forcément, t'appelles la police pour dire machin était possédé, la police elle te croit pas. Et du coup, pour essayer d'aider Aaron Johnson, ils ont décidé de raconter l'entièreté de son histoire à la presse. Bien sûr, ça a fait beaucoup de bruit, ça a été beaucoup relayé dans les différents médias, mais pas qu'aux États-Unis, dans le monde entier. L'avocat même de Aaron Johnson disait qu'il recevait des appels de personnes du monde entier qui voulaient en savoir plus ou apporter leur soutien à Aaron Johnson. Et c'est le 28 octobre 1981 que prend place le procès de Aaron Johnson. Son avocat a tenté une plaidoirie très étonnante et qui est devenue très connue, celle de la non-responsabilité par possession démoniaque. C'était la première fois qu'on invoquait le fait d'être innocent parce qu'on était possédé par un démon. La phrase qui ressort beaucoup concernant cette affaire, c'est la fameuse phrase qui dit « Le diable m'a poussé à le faire ». Néanmoins, cette défense n'est pas retenue parce qu'elle n'est pas scientifique, on ne peut pas forcément la prouver. L'avocat de Aaron Johnson changea de stratégie et il a plaidoyé pour une légitime défense. Aaron Johnson a été condamné pour homicide involontaire au premier degré. Du coup, il a reçu une sentence allant de 10 à 20 ans de prison. Il a fait 5 ans de prison et il a ensuite été libéré pour bonne conduite. Il a un peu une fin heureuse dans cette histoire, si on peut dire ça comme ça, où il a retrouvé sa petite amie de l'époque, Debbie, avec qui il s'était marié en prison et qu'il avait attendu pendant tout son séjour carcéral. Aaron Johnson a fait de nombreuses apparitions dans des documentaires, des interviews, où lui assure toujours, et sa compagne également, qu'il était effectivement possédé. Et les Warren, eux, jusqu'à leur mort, ont défendu le fait qu'il était effectivement possédé. Bon les amis, on va s'arrêter là du coup pour cette enquête, on n'a rien de plus à dire. Après, est-ce qu'on saura un jour la vérité? Peut-être qu'on l'a déjà en face de nous et que c'est réellement une possession. Sinon, si on voudrait avoir une autre vérité, ce serait Aaron Johnson qui dirait « J'ai eu l'intention d'assassiner cet homme » et voilà. Après, par rapport à ce qu'on a dans les faits, on ne le voit pas forcément comme quelqu'un de violent. Peut-être qu'il y a aussi, vu qu'assister à un meurtre c'est naturellement traumatisant, des trous, on va dire, dans les versions de ceux qui étaient présents sur les lieux. C'est-à-dire que peut-être que Debbie qui était là, les 3 sœurs de Aaron Johnson qui étaient là également, ont un peu des pertes de mémoire. Peut-être que Alan Bono aurait sorti une arme, ou peut-être qu'il s'en serait pris autrement, on ne sait pas trop. En tout cas, vous, libre à vous de vous en faire votre propre avis. Est-ce que pour vous, il y a possession? On part vraiment sur quelque chose de paranormal et vous y croyez? Ou alors est-ce qu'il y a d'autres éléments beaucoup plus rationnels? Sur ça, vous avez totalement la liberté de vous en faire votre propre avis. Petite anecdote sur cette histoire, si vous êtes amateur des films d'horreur, cette histoire-là sera la base du prochain film Conjuring. Vous savez, Conjuring 1, c'était un cas des Warren, Conjuring 2, c'était le cas Enfield, et le Conjuring 3 qui devrait sortir dans nos salles, si les salles réouvrent à un moment donné, dans les mois, ou peut-être l'année prochaine, ce sera du coup sur cette histoire-là. Donc moi personnellement, j'ai hâte de voir comment ils vont traiter justement toute cette affaire, parce que je pense qu'en termes d'horreur, il y a vraiment de quoi faire des choses très intéressantes. Les amis, je vous propose qu'on se remette dans une ambiance beaucoup plus cosy, on se remet en sécurité, là où 43 démons ne peuvent pas nous atteindre. C'était une histoire vraiment fascinante. Après, encore une fois, on s'en fait son propre avis. Moi, personnellement, je n'ai pas d'explication rationnelle sur pourquoi il aurait commis un meurtre. Après, il faut savoir qu'il y a aussi une part d'ombre sur le côté des Warren concernant cette affaire-là, parce que certains disent qu'en gros, ils auraient essayé, uniquement pour leur réputation, d'associer un meurtre à eux, leur intervention qu'ils avaient fait avant. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas, on n'est pas là non plus pour prendre position. Ça, on ne le saura probablement jamais. Les amis, j'espère que cette histoire vous a intéressé, qu'elle vous a fait plaisir, autant que moi j'ai pris plaisir à vous la raconter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!